Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter le webinaire Tous ensemble autour du diabète gestationnel. Donc webinaire pour les professionnels de santé de premier recours. Donc tout d'abord, quelques petites modalités techniques qui sont quand même importantes. Je vous demande toute votre attention. Donc merci de bien vous identifier en notant vos noms et prénoms lorsque vous vous connectez sur Teams afin de faciliter votre identification et le fait qu'on vous enverra des supports après la diffusion de ce webinaire. Vos caméras et micros sont inactivés par défaut parce que vous êtes très nombreux. Vous pouvez poser des questions sur l'onglet Conversation tout au long de la présentation. Et donc, ces questions, les grosses thématiques qui ressortent dans ces questions seront traitées au cours du dernier quart d'heure. Sachez de toute façon que les orateurs ont pris connaissance des questions que vous avez posées à l'inscription. Le webinaire sera disponible en replay dans les jours prochains. Et pour tout problème technique, alors n'utilisez pas le chat, mais contactez directement par téléphone Anne Brosetti, dont vous voyez le numéro s'afficher, ou Morgane Zanini. Les personnes qui ont eu le lien, qui ne sont pas inscrites, sont priées d'envoyer un mail à l'organisateur pour pouvoir se fournir les supports, enfin recevoir les supports après le webinaire. De même pour les personnes qui ont besoin d'une attestation de participation, envoyez-nous un mail pour nous le signaler. Donc, je vais présenter les intervenantes par ordre de parole. Donc, ce webinaire est animé par Madame Françoise Prideau, qui est une sage-femme libérale et qui est présidente d'une union régionale des professionnels de santé Sage-Femme Occitanie. Le docteur Magali Coustol-Valat, diabétologue, référente diabète et grossesse à la maternité Paul de Viguier et travaillant avec nous dans Diabète Occitanie. Docteur Armelle Bertrand, obstétricienne, avec une activité à la maternité Paul de Viguier et au sein du réseau Périnatalité Occitanie, que j'appellerai dorénavant RPO. Et donc, je suis un peu votre fil rouge. Je suis Marie-Christine Chauchard, je suis diabétologue et je suis médecin à la coordination de Diabète Occitanie. Alors, le déroulement du webinaire. Tout d'abord, va vous être présentée une enquête qu'on a réalisée auprès d'un petit groupe de patientes qui présentent un diabète gestationnel ou qui ont présenté un diabète gestationnel, puisque certaines d'entre elles ont déjà accouché. Le cas clinique de Ludivine sera le fil conducteur de la présentation. C'est un cas concret donc qu'a suivi Madame Prideau et qu'elle vous présentera et qui sera l'occasion de dérouler les différents aspects de la prise en charge du diabète gestationnel. Elle court très vite, Ludivine. Et donc tout au long de ce webinaire seront abordés les points clés de la prise en charge du diabète gestationnel et de l'accompagnement des patientes par la sage-femme libérale, le diabétologue, le gynéco-obstétricien et tous les autres professionnels de santé qui font partie du parcours de ces patientes, donc au premier plan, les diététiciens et les médecins généralistes. Et il y aura bien sûr un peu de science et quelques références bibliographiques au fil de l'intervention pour donc s'appuyer sur des éléments bibliographiques. Et l'ensemble sera illustré par des verbatims de patientes qui sont extraits de leurs réponses à l'enquête. Alors tout d'abord, je vais vous dire quelques mots sur cette enquête que nous avons réalisée sur la période du 18 janvier au 8 février 2023. Quels champs avons-nous explorés? On a donc questionné les patientes sur les modalités, enfin, selon quelles modalités elles ont reçu l'annonce et quel a été leur ressenti à ce moment-là. Comment elles ont vécu la prise en charge de leur diabète gestationnel et comment a été recherchée ou est-ce qu'a été recherchée une anomalie métabolique persistante après l'accouchement? Et enfin, comment a évolué leur hygiène de vie pendant la grossesse et puis un petit peu après l'accouchement, dans les mois qui ont suivi l'accouchement. Et donc l'effectif
c'est un effectif réduit, hein. Bien sûr, cette enquête n'a pas de connotation scientifique, hein. C'est surtout du qualitatif. Donc, 20 patientes répondantes, 16 ont été sollicitées par le biais de la maternité du CHU de Toulouse, 2 par une sage-femme libérale et 2 ont répondu à l'enquête qu'elles ont reçue par une connaissance amicale ou familiale. Alors l'âge des patientes, c'était 35 ans en moyenne, la plus jeune 27, la plus âgée 46 ans. Et donc, par exemple, quelques éléments au moment de l'annonce. Alors, à la question comment avez-vous appris que vous présentiez un diabète gestationnel, 8 sur les 20, donc 8 ont dit par ma sage-femme, 6 par le gynéco-obst, 1 par le laboratoire d'analyse médicale et 5 l'auront appris d'elles-mêmes en regardant les résultats de la prise de sang. Alors sur ce dernier petit groupe de 5 patientes, on a été intéressé par savoir qu'est-ce qu'elles ont fait du coup sitôt qu'elles ont appris le diagnostic. Bien sûr, elles ont toutes recherché des infos sur Internet avant de rencontrer un professionnel de santé qui leur parle de ce diagnostic. Et les sites, alors ça n'a pas été très contributif. Une seule s'est rappelée avoir consulté sfendocrino.org et les autres n'ont pas su nous dire quel site elles avaient consulté. Voilà. Et alors, ça a entraîné chez elles des sentiments variables, en sachant qu'une, pas d'effet particulier, une a été rassurée, une a été inquiétée et 2 ont été beaucoup angoissées. Donc voilà, plutôt dans le sens quand même d'une inquiétude autour de ce diagnostic. À la question comment vous êtes-vous senti après l'annonce du diabète gestationnel par le professionnel de santé ou le premier échange avec ce dernier? Ça veut dire que c'est pour les patientes qui l'ont appris d'elles-mêmes. Donc, pour les patientes qui l'avaient appris d'elles-mêmes, après avoir échangé avec le professionnel de santé, 2 ont été rassurées, une s'est sentie bien et 2 sont restées anxieuses. Concernant les 15 autres qui l'ont appris directement par un professionnel de santé, eh bien, 60% d'entre elles ont été anxieuses ou perdues, vous voyez, 5 anxieuses, 4 perdues. Il y en a eu 3 qui ont été rassurées et 3 qui n'ont pas eu de changement de façon de voir les choses. Donc, c'est Ludivine. Elle mesure 1,63 m, 75 kg, soit un IMC à 28. Elle a comme antécédents familiaux, donc un diabète de type 2 chez sa grand-mère maternelle, pas chez ses membres de famille au premier degré, donc pas chez ses parents et ses frères et sœurs. C'est sa deuxième grossesse. Elle a déjà accouché à 41 semaines en 2021 par voie basse d'une petite fille de 3,9 kg. Donc, c'est une deuxième part. À 8 semaines d'aménorrhée, sur un bilan, on retrouve une glycémie qui est à 0,91 g par litre. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas encore de diabète, mais c'est quand même le moment d'en parler, de faire un bilan de prévention pour parler d'équilibre alimentaire, d'activité physique. Donc, ce résultat-là, même s'il ne déclenche pas la pathologie, c'est quand même un moment intéressant pour préparer la suite de la grossesse. Et à 25 semaines d'aménorrhée, donc semaines d'aménorrhée ou 23 semaines de grossesse, donc elle fait de la GPO qui est pathologique sur les 3 temps, avec des chiffres assez importants, T0 1,06, à T1 2,64 grammes par litre et à T2 2,34. J'étais anxieuse de la suite à donner, à la prise en charge et de l'organisation personnelle que ça demande. J'étais déçue de ne plus pouvoir manger comme avant. J'ai très souvent faim et donc je suis de mauvaise humeur. Cite une consultation pour expliquer le diabète gestationnel et sa prise en charge en insistant sur les 2 axes principaux du traitement, équilibrer son alimentation et pratiquer l'activité physique. C'est fondamental de ne pas au départ insister trop sur les risques, mais ne pas minimiser. Donc, c'est en tant que premier recours, il y a à la fois l'information, mais il faut comprendre que ça peut être sérieux, mais pas non plus inquiéter les patients. Vous avez vu dans les paroles auparavant, dans les verbatims, elles expriment souvent une certaine angoisse. Donc, l'objectif est de la rendre ensuite actrice de sa prise en charge. On lui explique ce qu'elle a, et puis on lui dit maintenant, c'est un peu à vous de jouer, on va vous accompagner. J'ai apprécié la capacité de ma sage-femme à m'aider à me déculpabiliser tout en m'incitant à me responsabiliser dans les changements quotidiens à mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'il faut conseiller à la patiente? Vous l'avez reçue, elle revient avec son taux d'AGPO.
il est important que les taux de glycémie soient bien contrôlés afin que la grossesse puisse se dérouler dans les meilleures conditions pour vous et pour votre enfant. Le principal traitement, c'est la pratique de l'activité physique et la mise en place d'une alimentation équilibrée adaptée à la grossesse. Ce traitement est efficace dans 7 cas sur 10. Si cela ne suffit pas, un traitement par insuline sera prescrit en complément. Donc, vous voyez, ces 3 phrases-là, c'est de l'information et ça permet de rassurer et d'expliquer à la patiente la conduite à tenir. La patiente, les 3 piliers de sa prise en charge. Tout d'abord, elle devra mettre en place une activité physique régulière adaptée à sa grossesse. Elle devra avoir une alimentation équilibrée et adaptée et on surveillera régulièrement ses glycémies. Alors, ce premier pilier, l'activité physique adaptée à la grossesse. De plus en plus, les femmes sont au courant et on continue de les informer dans ce sens. La plupart des activités sont possibles pendant la grossesse, sauf contre-indication particulière. L'activité la plus facile, c'est la marche. C'est une activité qui peut être pratiquée par tout le monde chaque jour. Et il faut encourager la patiente à réaliser au moins une activité de 180 minutes qu'elle pourra fractionner en 3 séances dans sa semaine. Donc ça, vous avez un livret d'informations dont on pourra vous remettre les liens. Je peux pratiquer des activités physiques et sportives pendant ma grossesse et après mon accouchement. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'alimentation équilibrée et adaptée. Il y a 3 grands principes alimentaires qui doivent être mis en place et que tout praticien qui va avoir la patiente dans le cabinet, sans être encore diététicienne ou diabétologue, peut commencer à expliquer à la patiente. Il faut tout d'abord éviter le sucre et les produits sucrés. Tout ce qui est jus de fruits, sirop, pâtisserie, miel, bonbons, alors je vais vous donner faim, confiture, pâte à tartiner. Elle peut en consommer occasionnellement, mais il faut se dire que voilà, c'est pour préserver un petit peu son pancréas qui est un peu fatigué par la grossesse, d'essayer de limiter ces quantités de produits à goût sucré. Ensuite, en deuxième petit pas facile à faire, se dire qu'il faut associer des féculents et des légumes à chaque repas. Peut-être les patientes auront un premier réflexe de dire du coup, j'arrête aussi les féculents. Non, non, il faut qu'elles aient des féculents pour apporter l'énergie nécessaire, mais il faudra les associer systématiquement à des légumes en quantité identique, voire même un petit peu plus de légumes. Ça, c'est… Voilà. Les féculents, c'est important de reprendre aussi des fois dans cette première information. Donc les pâtes, le riz, la semoule, la polenta, le blé, le pain et tous les produits dérivés. Les farines, les maïzena, les cornflakes, les pommes de terre, les légumes secs qui sont des fois pas classés au bon endroit, les maïs, les petits pois. Et pour les patientes qui ont des régimes à base d'igname, patates douces, bananes plantain, manioc, voilà. Tout ça, c'est la famille des féculents. Et quel est l'intérêt? Donc, les légumes vont apporter des fibres qui vont permettre de ralentir l'absorption de ces féculents. Et pour normaliser les glycémies, c'est important de consommer à chaque repas plus de légumes que de féculents. Ensuite, donc, on a vu que c'est important de réduire les produits sucrés et ensuite d'associer des légumes et des féculents. Et ce qui va être important, c'est la régularité des prises et le fractionnement. Il y aura 3 prises quotidiennes et on peut également fractionner, si possible, avec 2 à 3 collations par jour. Ce fractionnement peut permettre de lisser les glycémies sur la journée. Les collations, du coup, pour ne pas avoir un trop gros pic glycémique, ce sera un aliment glucidique associé avec un produit laitier nature, par exemple. C'est de maintenir une alimentation variée et équilibrée qui se rapproche le plus possible de ce que la patiente aurait mangé. Et là, c'est un petit résumé, mais vous avez les recommandations 2022 de la SFD paramédicale, nutrition diabétique. Je n'entends plus Armelle. On n'entend plus Armelle et on ne la voit plus. Donc, Marie-Christine, tu prends la Magali, suite, parce que je pense qu'Armelle a un petit problème de connexion. Oui, voilà. Magali, tu prends le troisième volet de la prise en charge, c'est la surveillance des glycémies capillaires. Ça tombe bien. Donc, moi, je suis la diabétologue, alors je devrais pouvoir vous en parler. Alors, on contrôle les glycémies capillaires avec un lecteur de glycémie. Les recommandations sont au minimum 4 contrôles. Nous, on fait souvent 4 à 6 fois par jour un contrôle de la glycémie capillaire, à savoir avant chaque repas et 2 heures après le début de chaque repas. Il faut bien préciser le début de chaque repas. Les dames nous le demandent. Ça n'est pas toujours évident. Et si on fait le contrôle trop tard, 3 heures après, on n'a pas les bons objectifs. Les objectifs sont de maintenir la glycémie à jeun
en dessous de 0,95 g, ça fait débat un petit peu, c'est pas forcément très logique. L'idée, c'est que quand même, on va surveiller tous les jours et vérifier qu'on est bien en dessous de 0,95 g. Parfois, on peut être un peu plus exigeant en fonction du contexte de la patiente, mais retenez ce chiffre-là à jeun. Et avant les repas. Avant les repas, on est aussi souvent un peu plus exigeant, moins de 0,90, mais retenez ce chiffre-là. 2 heures après le début du repas, l'idée étant de ne pas dépasser, en termes de glycémie, de ne pas dépasser 1,20 g. Lorsque la patiente a mis en route son autosurveillance glycémique, elle est ensuite adressée à une équipe de diabétologie ou un diabétologue. Ou alors elle est adressée directement et c'est l'équipe qui va mettre en place la surveillance des glycémies. C'est également une possibilité. Donc là, nous allons vous passer un petit film court. C'est une vidéo réalisée par donc le réseau Périnatalité Occitanie qui a fait suite à Matermip. Donc c'est une petite vidéo qui est destinée aux patientes pour leur expliquer qu'est-ce que c'est le diabète gestationnel et donc on vous donnera le lien de ce support qui peut être très intéressant pour communiquer aux patientes une fois qu'on a réalisé l'annonce. Voilà, elles peuvent y trouver des éléments qui les réconfortera et qui les intéressera. Cindy a reçu hier les résultats de son test sanguin pour le diabète. Le laboratoire lui a dit que c'était un peu trop haut, alors elle est inquiète. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec le professionnel de santé qui la suit. Alors, c'est quoi le diabète de la grossesse? Le diabète de la grossesse, c'est quand il y a trop de sucre dans le sang. C'est grave, même si je ne sens rien? Rassurez-vous, ça arrive à beaucoup de femmes, environ 1 sur 10. On ne le sent pas, c'est pour ça que c'est important de faire la prise de sang. Pourtant, je pensais avoir suivi tous les conseils qu'on m'a donnés. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Mais non, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Votre corps, avec toutes ces hormones de la grossesse, n'arrive pas à faire baisser le taux de sucre dans le sang. On ne peut pas le prévoir, on sait juste que ça arrive plus souvent s'il y a du diabète dans la famille proche, si on a plus de 35 ans, du surpoids, ou encore si on en a déjà fait à une grossesse précédente. D'accord, mais ça fait quoi d'avoir trop de sucre dans le sang? Eh bien, le bébé reçoit trop de sucre pour lui et il le stocke dans son corps. Il grossit alors trop vite. Si on ne fait rien, l'accouchement peut être difficile et il y a plus de risques de césarienne. Si on a l'impression que le bébé accumule vraiment trop, alors on propose un déclenchement de l'accouchement. Le bébé, lui, n'est pas diabétique. Mais dans les premiers jours après l'accouchement, il risque d'avoir un manque de sucre, puisqu'il est habitué à en recevoir beaucoup. Il aura alors des contrôles pour vérifier. En plus, certaines femmes enceintes qui ont le diabète de la grossesse ont parfois de l'hypertension en fin de grossesse. L'équipe médicale surveillera ça de très près. Oui, mais quand même, je suis inquiète et j'ai plein de questions. Plein de soignants vont vous aider et vous accompagner, vous ne serez pas seul. C'est vraiment important pour faciliter votre accouchement et pour la santé future de votre enfant. Si vous êtes d'accord, on peut déjà commencer à voir ensemble quoi faire. Comment je l'ai appris? C'était un mail me disant de prendre un rendez-vous rapidement avec un endocrinologue. J'avais peur pour mon bébé, car je croyais qu'il pouvait y avoir des conséquences sur la grossesse. Il me faut prendre encore un traitement pour un diabète que je n'ai que depuis ma grossesse et me piquer 6 fois par jour. La gynécologue qui m'a fait l'annonce a pris le temps de m'expliquer ce que cela impliquait et comment allait se passer ma prise en charge à la maternité. Très bonne explication et prise en charge rapide du service de diabétologie. La diabétologue a su trouver les mots pour me rassurer et m'a proposé un régime qui ne me frustrait pas trop. Lorsque nous accueillons cette patiente en diabétologie,
On va vérifier quelques petites choses avec elle, on va entendre ce qu'elle dit, on vient d'entendre des phrases de patiente, donc on essaie d'écouter son vécu à l'annonce du diabète gestationnel. On va également valider les acquisitions de connaissances et de compétences, s'il y a déjà eu de l'information préalable, si elle a compris les mécanismes et les enjeux du diabète gestationnel, si elle a compris les modalités et les objectifs de l'autosurveillance glycémique, si celle-ci a déjà été débutée, ce qu'elle a mis en œuvre par rapport au conseil diététique et voir avec elle les difficultés ou au contraire les acquisitions, les points forts chez cette patiente. On met ensuite en place un suivi régulier. Il est possible de faire un suivi par télémédecine et par une application assez classique dans le domaine de la surveillance du diabète gestationnel qui est l'application MyDiaby, qui est très fonctionnelle et adaptée, les dames nous le disent, depuis plusieurs années. Et on va mettre en place le parcours médical et éducatif du suivi. On présente les ressources de soins que l'on peut mettre à leur disposition. Si besoin, on complète le bilan biologique. On peut en discuter, l'hémoglobine glyquée, les anticorps par rapport à une suspicion d'un diabète qui ne serait pas un diabète gestationnel pur. La TSH, si le contexte, les facteurs de risque sont là. C'est parfois associé les problèmes thyroïdiens par rapport au diabète gestationnel. Dans quelques études, cela avait été démontré. Et puis, on va définir une stratégie thérapeutique et l'expliquer à la patiente. À quel moment on va devoir mettre en place une insulinothérapie si besoin. Et cela peut être utile et nécessaire chez 30 à 40% des femmes. Je reviens sur les facteurs de risque et notamment, on va voir ceux de Ludivine. Les facteurs de risque de faire du diabète gestationnel sont au nombre de 4. Donc c'est le surpoids, plus de 25 d'indice de masse corporelle, et on sait actuellement que la population française est à plus de 50% à plus de 25 d'indice de masse corporelle. Les femmes qui ont plus de 35 ans, les femmes qui ont déjà fait du diabète gestationnel ou qui ont eu des bébés de plus de 4 kilos ou une macrosomie, sans que le diagnostic de diabète gestationnel ait été porté éventuellement. Et puis, on a vu que les antécédents familiaux, c'était chez les apparentés du premier degré qu'il fallait les rechercher. Voilà, on garde un peu en tête certains facteurs de risque qui ne sont pas retenus comme des facteurs de risque officiels pour dépister un diabète gestationnel, mais dont on sait qu'ils peuvent influencer ce risque de DG, c'est l'origine ethnique, le syndrome des ovaires micropolykystiques, également la PMA. On a des études qui montrent l'influence de ces éléments-là. Pour ce qui est de l'IMC, je voudrais juste pointer du doigt, et ça va répondre à certaines questions, l'importance de l'excès de poids et de l'obésité en particulier dans ce domaine. Et on sait que l'IMC est un facteur de risque indépendant de complications périnatales, donc ça surajoute un risque de complications materno-fétales lorsqu'il y a une obésité. Juste pour rappeler qu'en France, on ne dépiste que les femmes qui ont des facteurs de risque, officiellement. On est tout à fait en droit de faire une glycémie chez une femme qui n'a pas de facteur de risque, mais nous avions retenu un dépistage en France non universel, c'est-à-dire un dépistage ciblé sur les facteurs de risque. En l'occurrence, Ludivine, on s'en souvient, avait 37 ans et avait du surpoids, un IMC entre 25 et 30. Elle n'avait pas d'antécédent de macrosomie, elle avait une petite fille qui était plutôt dans les hauteurs de poids de naissance, mais ce n'était pas une authentique macrosomie, en général on dit plus de 4 kg à terme. Je reviens sur donc ce dépistage qui ne se fait que sur facteur de risque en France. Il se fait au premier trimestre. Une femme qui a un ou plusieurs des facteurs de risque que l'on vient de voir va bénéficier d'une glycémie à jeun au premier trimestre. Rappelons simplement que l'importance de cette glycémie à jeun dépistée au premier trimestre au tout départ de ces recommandations, qui datent de 10 ans maintenant,
avait pour objectif de repérer un diabète de type 2 méconnu, c'est-à-dire des femmes diabétiques qui ne se savaient pas diabétiques. Et c'est vraiment très important de repérer ça. Et on repère parfois des femmes qui ont plus d'1,25 g à jeun des premiers trimestres. Et il s'agit alors d'un diabète vrai, préconceptionnel, et non pas que diabète gestationnel, on va dire ça comme ça. On retiendra le diagnostic de diabète gestationnel sur la glycémie à jeun du premier trimestre, si celle-ci est entre 0,92 g et 1,25 g. Si le dépistage n'a pas été fait au premier trimestre ou s'il était négatif au premier trimestre, alors il y a une deuxième fenêtre de dépistage qui se situe entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Et là, il se fait par un test au glucose, une HEGPO, 75 g de glucose, chez toutes les femmes, quel que soit leur poids. On fait 3 glycémies à jeun, 1 heure et 2 heures après. Et vous avez là les seuils glycémiques, 0,92, 1,80, 1,53, qui sont les seuils à partir duquel, il suffit d'un chiffre élevé, le diagnostic de diabète gestationnel va être porté. S'il n'y a pas de dépistage et que l'on repère une macrosomie fœtale à l'échographie, c'est-à-dire des biométries qui sont au-dessus du 97e percentile à l'échographie, ou bien s'il y a une hydramnios, alors là, on va rechercher un diabète gestationnel et on considère qu'on fait l'HEGPO jusqu'à 34 SA. Après, il n'y a pas de consensus vraiment, on peut faire un cycle glycémique, une surveillance avec un lecteur, etc. Ludivine, elle avait 0,91 g au premier trimestre, on a dit pas de diabète gestationnel. Mais Madame Prideau a quand même donné des conseils diététiques à juste titre pour essayer d'éviter une évolution défavorable. Il y a quand même eu une évolution défavorable et Ludivine a quand même présenté un diabète gestationnel confirmé à l'HEGPO du 6e mois. Donc, je fais vite pour vous rappeler là qu'il y a 3 fenêtres finalement de dépistage. Le dépistage précoce, glycémie à jeun, mais sachons que c'est surtout pour repérer des femmes qui sont à risque de diabète préconceptionnel ou pas loin, hein, il y a vraiment un continuum entre les deux. Ça, c'est la première étape. Il y aura assez prochainement, je ne peux pas vous dire quand, on ne le sait pas, de nouvelles recommandations et on va réfléchir à ce seuil de 0,92 g au premier trimestre. Il y a, pour répondre à cette question-là également, un PHRC, donc un protocole de recherche clinique national qui est en cours en France, qui est un essai multicentrique sous l'égide du professeur Van Berg de Lille. Nous participons à cette étude, donc que vous le sachiez si vous avez des patientes qui sont prises en charge sur l'hôpital Paul de Viguier, les femmes qui ont un facteur de risque au moins et qui ont plus de 0,92 g à jeun, avant 20 SA, on leur propose d'être randomisées dans un essai qui va permettre de comparer un groupe pris en charge précocement, de façon conventionnelle, comme on va le voir, ou pris en charge plus tardivement, du moins, qui vont faire l'HEGPO au 6e mois. Et on verra comme ça ce qui se passe à l'accouchement, sous la forme d'un composite de complications fœto-maternelles. On commence déjà à voir des femmes qui ont une HGPO normale alors qu'elles avaient une glycémie à jeun un petit peu limite. Donc, il y aura encore des choses à redire dans quelques années dans un autre webinaire sur le diabète gestationnel. Voilà, que vous sachiez à quoi ressemble cette étude et ce qu'elle comporte. Marie-Christine, la prochaine dia. Deuxième fenêtre donc de dépistage, deuxième trimestre, pardon, HEGPO classique. Troisième fenêtre, pourquoi pas, après 28 SA, diabète gestationnel dit du 3e trimestre, probablement que nous en reparlerons plus tard aussi. Cette notion de diabète gestationnel tardif, on peut le voir, tout a été normal jusqu'à 28 semaines d'aménorrhée. Or, il peut y avoir des anomalies de la glycémie au 3e trimestre avec de véritables retentissements fœtaux. Mais des études vont devoir nous apporter des réponses. Une thèse est en cours. Donc, Ludivine était dans le diagnostic de la fenêtre du milieu de la grossesse, on va dire, la GPO classique.
On pose la question, et oui, on pose la question, qu'est-ce qu'on fait de l'hémoglobine glyquée? Est-ce qu'elle a une place? Donc, il y a une place de l'hémoglobine glyquée comme alternative, ça répond à l'une de vos questions, alternative diagnostic à la GPO. On ne peut pas faire la GPO, ou bien pendant la période du confinement, on ne pouvait pas faire la GPO, alors que fait-on? Et la SFD a tranché en disant, on fait une glycémie à jeun avec un seuil à 0,92 g et on fait une hémoglobine glyquée avec un seuil à 5,7%. Et ces deux éléments nous permettant de poser le diagnostic. Y a-t-il une place de l'hémoglobine glyquée en termes de pronostic? Là aussi, d'autres études nous apporteront des réponses, mais j'ai relevé là une étude de 2017, australienne, qui montrait qu'il y avait un sur-risque d'évolution défavorable pour les femmes qui avaient plus de 5,9% d'hémoglobine glyquée, avec un risque accru de césarienne, de macrosomie et d'hypertension artérielle. Le dosage de l'hémoglobine glyquée n'est pas recommandé dans le diabète gestationnel à ce jour. Toutefois, lorsqu'on a un diabète gestationnel difficile et compliqué, avec un retentissement fœtal, on peut céder de ce résultat, c'est ce que l'on fait en tout cas, céder de ce résultat-là pour pouvoir prendre une décision éventuellement de surveillance accrue ou de déclenchement, que l'on reverra tout à l'heure avec Armelle Bertrand. Nous allons parler des outils qui nous permettent de mettre en place la surveillance. Tout autour de la grossesse, on vient d'en voir un exemple parce qu'il y a plusieurs tutotours en ligne. Vous pouvez aller les regarder. Et nous avons recours, Marie-Christine aussi, à cette application MyDiaby dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une application qui permet à la patiente de partager ses données glycémiques avec les équipes, d'avoir des informations sur la diététique, l'activité physique, les modalités d'injection d'insuline. Et toutes ces femmes-là peuvent être suivies à distance. Et cela va nous aider également pour Ludivine qui va être suivie à distance, comme on va le voir. À Paul-de-Viguier, je vous donne l'exemple de notre parcours de suivi. Quand les patientes ont un diagnostic de diabète gestationnel qui est porté, on tâche de les prendre en charge dans les meilleurs délais lorsqu'on nous le demande, dans les 15 jours qui suivent le diagnostic, parce que vous avez vu qu'elles étaient inquiètes et qu'elles avaient beaucoup de questions. On les reçoit en groupe une fois par semaine, tous les jeudis. Ce sont des groupes de 12 à 15 patientes, à 3 intervenants, sages-femmes, diététiciens, médecins, avec une approche sur les généralités, l'autoscience glycémique, les principes diététiques, la surveillance qui va être mise en place, l'orientation du suivi et le télésuivi. Par la suite, dans la prise en charge, on propose également des ateliers éducatifs de groupe, pluridisciplinaires également, pluriprofessionnels. Et sur la fin de la grossesse, nous allons le voir après, les patientes sont accueillies en hôpital de jour, le plus souvent, ou alors en consultation et en partenariat avec les obstétriciens pour les décisions de fin de grossesse. Les consultations en suite de couche sont très intéressantes, elles sont plus difficiles et on compte là sur le relais au domicile de la patiente. Nous le verrons après aussi. Nous proposons à l'hôpital, sachez-le si vous en entendez parler, pour le postpartum à destination des femmes qui ont eu un diabète gestationnel insuliné et qui ont une obésité, un IMC à plus de 30, nous proposons une prise en charge sur 2 années, ayant pour objectif de favoriser la prévention du diabète de type 2 via de l'activité physique, de la diététique et des accompagnements psychologiques, dans le cadre d'un projet avec une dérogation tarifaire de l'assurance maladie qui s'appelle un article 51. Et là, cet article 51 s'appelle Précidive. Donc, je vais vous parler en quelques mots du programme régional DIAMAT. Donc là, je prends la casquette médecin à la coordination de diabète Occitanie. Donc, c'est un programme d'éducation thérapeutique de patientes en groupe pour le diabète gestationnel qui fonctionnait en Midi-Pyrénées et qui continue donc sur
sur les départements d'Occitanie depuis 2004. Donc, ce programme, c'est un programme de groupe qui a été élaboré par les réseaux Diamip et Matermip et qui était initialement identique d'une maternité à l'autre, hein, sur une dizaine de maternités qui participaient à l'époque, publiques et privées, dans la région Midi-Pyrénées. Donc, c'est un programme qui est autorisé par l'ARS. Et actuellement, on réalise donc des réunions régulières d'échange de pratiques et une action de formation des équipes impliquées dans ce programme donc, qui existe maintenant depuis de nombreuses années. Alors, ce programme continue actuellement dans 7 maternités qui sont dans notre côté ouest. Notre idée maintenant et notre travail, c'est d'essayer de développer ces actions d'éducation thérapeutique de groupe pour le diabète gestationnel sur les établissements qui le souhaitent et de porter ce programme, que Diabète Occitanie soit le porteur de ce programme qui sera décliné sur plusieurs sites. Donc, on aura un accompagnement à la mise en place de ce programme. Et surtout, notre idée, c'est de favoriser le développement de ces actions-là en mutualisant le recrutement, qui fait que les petites maternités n'aient pas de souci avec ne pas atteindre le nombre de patientes minimum qu'il faut prendre en charge dans une année pour pouvoir être financées par l'ARS, et alléger les contraintes administratives et d'évaluation sur les sites qui proposeraient ce programme. Voilà. Donc, on a déjà beaucoup travaillé au contenu, on est prêt à déposer. Donc, si des équipes sont intéressées, qu'elles se signalent, qu'elles se rapprochent de nous, qu'on en discute. Et voilà. Donc, ce programme est à leur disposition si elles le souhaitent. On a actuellement un groupe de travail régional donc qui est coporté avec RPO et avec l'inter-URPS qui essaye d'optimiser le parcours des patientes ayant un diabète gestationnel. Donc là, on est sur un premier type d'action qui est l'élaboration, et je pense que ça intéressera certains d'entre vous, l'élaboration de documents à destination des patientes concernant comment on dépiste le diabète gestationnel, pourquoi on le dépiste, des supports pour leur donner au moment du diagnostic pour accompagner l'annonce, et on travaille également à des documents à destination des professionnels de santé, donc qui rappellent les recommandations de dépistage, les seuils diagnostiques bien sûr, mais surtout qui accompagne la mise en place de la prise en charge initiale après l'annonce du diabète gestationnel. Et dernier document également, on travaille un guide pour l'annonce du diagnostic, puisque annoncer le diagnostic d'après on l'a bien ressenti tous dans nos pratiques et on le voit aussi dans ce questionnaire, c'est quand même un moment délicat pour les patientes, l'annonce de leur diabète gestationnel. Donc c'est le carnet de Ludivine, le MyDiaby de Ludivine. Voilà, une fois passé ce moment délicat, oui, c'est un moment délicat et je pense que c'est un moment d'autant plus important qu'il va influencer la façon dont la patiente va pouvoir se prendre en charge ensuite. Donc, Ludivine, voilà comment elle a été prise en charge. Vous voyez sur cette surveillance de MyDiaby que les glycémies étaient franchement pas bonnes, hein, elles étaient bien en rouge. Le dimanche 8 janvier à 1,48 g à jeun et 1,90 g après le petit déjeuner. Rapidement, elle a dû bénéficier d'une insulinothérapie. Vous voyez que sur MyDiaby, on peut également inscrire les doses d'insuline. Elle fait là 8 unités de Novorapid ou d'une autre analogue d'insuline matin, midi et soir. Et elle fait 16 unités d'une analogue lente, d'une insuline lente le soir. Et par la télémédecine, nous pouvons l'accompagner dans l'adaptation des doses d'insuline parce qu'il faut bien sûr aller vite dans l'équilibre glycémique. On en verra l'enjeu après. Donc, Ludivine évolue dans son insulinothérapie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, MyDiaby dit 0,95 g à jeun, mais une fois qu'on instaure le traitement, il faut se souvenir que les femmes enceintes, elles ont en moyenne, on le sait, 0,80 g.
Donc finalement, il faut faire baisser la glycémie et on dit classiquement, une fois qu'on a débuté l'insuline, il faut baisser en dessous de 0,92 g, même si on a parlé d'un seuil à 0,95 g. On en arrive à Ludivine qui est insulinée en ce qu'on appelle un basal bolus, donc une insuline lente, elle est à 42 unités, et de l'insuline rapide, 10 unités le matin, 20 unités à midi et 20 unités le soir. Son hémoglobine glyquée est pas mal du tout, elle est à 5,4%. On aurait eu des difficultés à adapter mieux les doses chez Ludivine. On aurait peut-être envisagé une pompe à insuline, pourquoi pas, mais là, on n'a pas eu besoin parce que les besoins en insuline n'étaient pas à ce point majeur. Et donc là, on va vous diffuser une parole patiente parce qu'on a trouvé que c'était quand même intéressant d'avoir cette parole de patiente à ce moment de notre présentation. Il me semble important d'expliquer d'entrée aux mamans que ce n'est pas grave d'en venir à l'insuline. Ça permet de libérer un point mental, de se dire que si on n'y arrive pas avec les mesures diète, c'est OK. On va passer la parole à Armelle. Voilà, c'est comment est-ce qu'on va adapter la surveillance de la grossesse quand on a dépisté un diabète gestationnel, la surveillance obstétricale. Donc, en fait, ça va être le même suivi, c'est-à-dire qu'on va voir la patiente tous les mois et on va être un peu plus vigilant aux complications qui peuvent être liées au diabète ou associées au diabète. Tout d'abord, on va dépister la macrosomie. Est-ce que bébé est trop gros? Donc, on va avoir la classique échographie du 3e trimestre, comme toutes les patientes, auquel on va rajouter une écho à 37 semaines pour déterminer si l'enfant est macrosome. On considère qu'il est macrosome si à 36 semaines, il fait plus que 3,5 kg, si à 37 semaines, il fait plus que 3,7 kg, et si à 38 semaines, il fait plus que 3,9 kg. Ensuite, on peut se servir aussi de la hauteur utérine, voir si on a des hauteurs utérines qui ont vraiment augmenté de façon importante. Donc ça, c'est l'examen clinique et l'échographie, c'est un examen paraclinique. La patiente ne développe pas une maladie vasculaire, c'est-à-dire tout ce qui est de la famille de la prééclampsie. Donc, elle aura sa bandelette urinaire mensuelle et une surveillance de tension artérielle quand on la verra en consultation tous les mois. Donc ça, c'est le suivi qui finalement ne change pas plus, à part l'échographie complémentaire à 37 semaines. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a besoin de surveiller plus ces patientes-là, notamment par la présence d'une sage-femme à domicile ou au cabinet? Alors, ce n'est pas obligatoire si on a un diabète gestationnel. Par contre, on peut le faire s'il y a un équilibre glycémique qui est difficile à obtenir pour accompagner un peu la patiente. Si on suspecte un diabète antérieur, par exemple, si on a des glycémies très élevées dès le premier trimestre, s'il y a un haut risque de maladie vasculaire, si c'est une patiente d'un âge élevé, si c'est une patiente qui a une hypertension antérieure, s'il y a une obésité importante surajoutée. Donc, tout ça, ça peut dire que c'est une patiente qui est un peu plus à risque qu'une autre de faire une maladie vasculaire. À ce moment-là, on lui mettra la sage-femme à domicile. Ludivine a été normotendue, il n'y avait pas de protéinurie. C'était une deuxième part, donc elle est moins à risque de faire une prééclampsie si on n'avait pas fait à sa première grossesse. Il y a une macrosomie, mais son diabète est bien équilibré, donc on ne lui a pas prescrit de suivi à domicile. Donc l'autre question qui va se poser, c'est faut-il déclencher la naissance? Donc si on suspecte un diabète antérieur à la grossesse, à ce moment-là, ce n'est pas le problème de diabète gestationnel, mais on proposera un déclenchement vers 38-39. Par contre, ensuite, pour savoir les autres patientes qui ont un vrai diabète gestationnel, si c'est faut-il déclencher ou pas, on va se poser la question, est-ce que le diabète est équilibré et quelle est l'estimation du poids fœtal? Donc, si le diabète est bien équilibré et qu'il n'y a pas de retentissement du diabète sur le fœtus, c'est-à-dire qu'il fait moins de 3,5 kg à 37 semaines, moins de 3,7 kg à 38, moins de 3,9 kg à 39, à ce moment-là, on n'a pas besoin de déclencher la naissance et la grossesse pourra aller jusqu'à son terme naturel. Par contre, si le diabète gestationnel est déséquilibré, et ça, c'est les diabétologues qui vont pouvoir nous aider pour déterminer s'il est déséquilibré ou pas, ou s'il y a un retentissement du diabète sur le fœtus, c'est-à-dire qu'il est macrosome, on va provoquer un déclenchement vers 38-39, autour de 39 semaines. Par contre, s'il fait plus que 4,250 kg, 4,5 kg, au moment où vous la voyez, on recommande plutôt une césarienne. Donc, il y a une petite variation parce que, bien sûr, en échographie, on n'est pas extrêmement précis, mais donc, dans ce cas-là, ce sera plutôt une césarienne d'emblée. Voici la courbe de croissance estimée de Ludivine. On a un bébé qui est au-delà des courbes, qui est au-delà des poids estimés, qui est macrosome.
Donc, ça justifie en choix une indication de déclenchement autour de 39 semaines. Ah, Magali, il faut que tu te remettes le micro. Excusez-moi. Vous voyez ce qui est un diabète bien équilibré, ma foi. Il y a des résultats qui, dans leur quasi-globalité, sont en vert, avec les doses que l'on a vues tout à l'heure concernant les insulines rapides et l'insuline lente. Là, elle ne marque plus l'insuline lente le soir, mais elle la fait toujours. Dans l'application MyDiaby, on peut repérer aussi quelques petites erreurs diététiques parfois qui expliquent les hyperglycémies, ou pas toujours. Hein. Il y a des moments, ça peut sembler être équilibré, c'est un petit peu élevé, mais bon, qu'importe, c'est pas forcément une glycémie de temps en temps élevée qui va faire conclure un diabète déséquilibré. C'est un peu la récurrence de l'hyperglycémie. Et vous en conviendrez, l'équilibre là, il est tout à fait satisfaisant. Donc, nous avons dit à nos collègues obstétriciens, l'équilibre du diabète est atteint. Nous avons réfléchi à cette définition. Quand est-ce qu'un diabète est bien équilibré? Dans notre discussion en interne, on va dire, nous vous proposons les items suivants. Une moyenne globale à moins de 1 gramme. Encore faut-il que la patiente fasse bien des contrôles avant et après repas, hein, qui est 50% de avant et 50% de après. Et à ce moment-là, moins de 1 gramme, ça nous semble déjà bien. Être à jeun à moins de 0,95 g et après les repas à moins d'1,20 g dans plus de 80% des cas. Ce n'est pas consensuel, encore une fois. Hein. Et donc, dans nos discussions, nous avons dit, si ça vous parle peut-être, il vaut mieux être à 2 grammes une fois par semaine plutôt qu'être à 1,30 g tous les jours en termes de retentissement fœtal. Par contre, si la moyenne globale est à plus d'1,10 g, que l'hémoglobine glyquée, on l'a vu tout à l'heure, est à plus de 5,9%, à ce moment-là, ce sont des éléments péjoratifs que l'on retient par rapport à cette évaluation de l'équilibre du diabète. On a donc dit que Ludivine était bien équilibrée avec les doses d'insuline que nous avons vues tout à l'heure. Donc ensuite, pour Ludivine et pour d'autres, quand on décide de déclencher, donc soit parce que le diabète est déséquilibré, insuline ou pas insuline, la plupart du temps, sans que, même avec insuline, si ça ne suffit pas, à ce moment-là, on va, ou s'il est macrosome, on va déclencher. Donc il y a différentes façons de déclencher. Soit on va avoir besoin de faire mûrir le col, et c'est le cas la plupart du temps, soit on va pouvoir diriger le travail directement si le col est déjà un peu ouvert, raccourci, mais la plupart du temps, on va besoin de faire mûrir le col. On a différentes techniques à disposition. Donc, on peut utiliser un ballon qui va ouvrir mécaniquement le col et décoller les membranes, ou utiliser des médicaments qu'on prend par la bouche ou des médicaments qu'on met dans le vagin sous forme de tampons et qui vont faire mûrir le col, donner des contractions, raccourcir un peu si vous voulez faire comme un faux travail en raccourci. Et ensuite, soit le travail se met en route spontanément, soit il faudra le diriger par la suite. Donc, on informe la patiente des modalités de déclenchement. Et à Paul de Villiers, par exemple, on laisse le choix à la patiente sur son type de maturation. Pour Ludivine, on avait vu un bon équilibre, mais une macrosomie, donc on la déclenche vers 39 et elle décide d'être déclenchée par misoprostol. Donc, c'est des médicaments par la bouche. Ensuite, pendant le travail, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, donc, qu'est-ce qu'on craint? C'est la dystocie des épaules, le fait que la tête sorte et pas les épaules. Et ça, on ne va pas savoir quelle va être la patiente qui va faire la dystocie des épaules. Donc, ce n'est pas prévisible et il faut donc s'y préparer. Si on a un bébé qui est macrosome, d'autant plus s'il y a un diabète gestationnel, l'équipe obstétricale sera au courant que cette patiente est en travail, va pouvoir se préparer aux manœuvres. S'il faut faire une aide instrumentale à la naissance, on va la réfléchir, c'est-à-dire on va peut-être éviter de réaliser cette extraction si le bébé est très haut dans le bassin. On va recommander à la patiente d'avoir une péridurale parce que s'il faut qu'on réalise ces manœuvres-là, il ne faut pas qu'elles soient douloureuses. Et si un diabète gestationnel insuliné, les diabétologues ne recommandent pas forcément de surveiller les glycémies ni de perfuser du glucosé 10%. Quand la patiente est à jeun, elle arrête tout simplement sa rapide et elle arrêtera son insuline lente après la naissance.
Ludivine, elle a bien accouché par voie basse d'une seconde fille de 4 kilos et elle a eu une petite déchirure du périnée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans l'immédiat? On va lui recommander l'allaitement sans différence avec une autre patiente. La contraception sera habituelle, sauf s'il y a d'autres facteurs de risque associés, l'obésité, l'hypertension ou la dyslipidémie par exemple. On va reprendre avec elle le vécu de son accouchement. Et Ludivine a plutôt un bon vécu de son accouchement, surtout à partir du moment où elle a eu la péridurale. Elle souhaite allaiter et elle ressortira de la maternité avec une contraception par microprogestative. La parole est à Magali. On aurait expliqué à la patiente en cours de grossesse et également à ce moment-là ou dans le postpartum, finalement, après l'accouchement, il va se passer quoi? Et que va devenir mon diabète gestationnel? Est-ce qu'il va disparaître? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va réapparaître? Et mon enfant? Donc, toutes ces questions-là sont abordées avec la patiente. J'ai retenu 3 risques principaux que je ne vais pas développer, mais je vous ai mis quelques références bibliographiques qui permettent de dire à la patiente que le diabète peut réapparaître. Donc, le risque de diabète ultérieur pour la maman est multiplié par 7 ou multiplié par 10 selon une dernière étude. Et que ce risque augmente à chaque grossesse supplémentaire et à chaque diabète gestationnel supplémentaire. Au-delà de 35 ans, on considère que si on n'a pas eu de diabète, eh ben, on ne l'aura jamais. Donc, c'est pendant 35 ans que se fera la surveillance. Mais attention, il y a également un risque vasculaire accru chez ces femmes qui ont fait un diabète gestationnel. Donc, des études le montrent. J'en ai cité une qui dit qu'une femme qui a fait un diabète gestationnel, en fait, une fois qu'elle a accouché, elle garde quand même un risque vasculaire et qui est multiplié par 2 dans cette étude-là, en tout cas. Et puis, elle questionne sur l'enfant et on leur dit qu'il y a un risque augmenté d'obésité de l'enfant. Ça a été montré dans différentes populations. Si la mère est en surpoids et qu'elle a du diabète gestationnel et qu'elle accouche d'une fille, il y a 5 fois 5,5 plus de risques que cette fille ait des problèmes d'excès de poids dans sa vie. J'ai voulu vous mettre ici les résultats de l'HGPO que l'on fait dans le postpartum. Donc, dans le postpartum, il est recommandé quoi en termes de repérage d'un risque métabolique résiduel ou d'un risque de diabète? C'est de faire au moins une glycémie à jeun. Les recommandations, c'est de faire une HGPO. Sur 2 heures de temps, il faut aller au laboratoire, il faut prendre le temps de le faire. Donc, on dit, à défaut, au moins la glycémie à jeun. On sait que beaucoup de femmes ne font pas l'HGPO. Donc, on peut la faire 3 mois après l'accouchement. On peut en reparler lors de la glycémie, lors de la consultation post-natale. Et il faut également refaire une glycémie à jeun avant toute nouvelle grossesse, puis une glycémie à jeun tous les 1 an ou tous les 3 ans s'il n'y a vraiment pas de facteur de risque particulier. Et je vous ai mis dans ce tableau, en fait, les glycémies attendues à l'HGPO, à jeun et à 2 heures de la charge glucosée. Selon les seuils de glycémie à jeun, le seuil de glycémie à 2 heures, on a une situation de normalité de la glycorégulation, ou bien une situation d'intolérance au glucose, ou bien une situation de vrai diabète. Lorsqu'on a plus d'1,25 g à jeun ou plus de 2 grammes à l'HGPO. N'oubliez pas de parler également des autres, de repérer les facteurs de risque cardiovasculaire et de parler de tous les moyens de prévention d'un point de vue cardiovasculaire, que ce soit les mesures hygiéno-diététiques, l'activité physique, etc., le tabac et le surpoids. Alors, je ne sais pas si Madame Prideau est revenue. Non, ce problème n'a pas pu être résolu, Marie-Christine, donc on vous laisse prendre la suite. Magali? Donc, au retour à la maison, la prise en charge nous semble vraiment importante parce que ces patientes ont été très entourées pendant leur grossesse, très surveillées. Certaines vont dire qu'elles se sont senties même un peu, avec une prise en charge un peu surmédicalisée. Donc, il faut un peu lâcher prise au retour à la maison et le relais est pris par la sage-femme, par le médecin traitant et il faudra savoir revenir sur le vécu de l'accouchement et le vécu de toute la surveillance glycémique pendant la grossesse et à l'accouchement s'il y en a eu.
Ce relais est pris par les soignants de proximité. Diapo suivante, Marie-Christine. On laisse, voilà, Ludivine avec son bébé. Sort aujourd'hui, en fait, est même sortie ce week-end, je crois, une nouvelle vidéo tout autour de la grossesse qui vient d'être mise en ligne et qui, justement, aborde cette question-là. Après un diabète de la grossesse, je reste attentive à ma santé pour illustrer ce qui vient d'être dit. N'hésitez pas à aller le voir et à le visualiser. Vous avez vu, ce sont des petites vidéos qui sont courtes et n'hésitez pas à le conseiller aux patientes qui reviennent vers vous après la sortie de la maternité. Dans le postpartum, quel est le rôle de la sage-femme, du médecin traitant, du gynéco? Eh bien, c'est d'essayer d'encourager la poursuite des mesures hygiéno-diététiques ou alors d'encourager le maintien d'un certain nombre de réflexes. Les mesures hygiéno-diététiques, elles sont souvent un peu abandonnées à l'accouchement et c'est un peu normal. Et il faut bien faire passer le message que c'est important de les poursuivre à vie finalement. Rassurer les patientes par rapport à leur retour au poids d'avant-grossesse qui peut prendre 6 mois environ, il ne faut pas être trop pressé non plus. Vérifier que la patiente a fait son HGPO de contrôle ou bien qu'elle a au moins son ordonnance pour l'HGPO et bien sûr la refaire si ce n'était le cas. Et puis ensuite donc faire le lien avec les soignants de proximité de la patiente. Les sages-femmes assurent cet entretien postnatal précoce, un mois après le retour à domicile, ou bien le médecin traitant. En l'occurrence ici, Ludivine, à son retour à la maison, va pouvoir s'exprimer sur son état général, physique, aussi son état psychique. Ça peut être un moment clé de repérage d'une dépression du postpartum ou d'un état de difficulté, surmenage, burn-out parental. Voilà, sachez juste qu'une étude avait montré que la surveillance du diabète gestationnel, avec une surveillance telle qu'elle vous a été présentée, réduit le risque de dépression dans le postpartum. Je voulais vous glisser cela. Et c'est le moment de faire le point sur les habitudes alimentaires et voir ce qui a changé par rapport aux habitudes alimentaires d'avant-grossesse. Quelques paroles de patientes. Je consomme des légumes à chaque repas. Je mange sucré quand ça ne va pas, quand je suis stressée. J'ai continué la marche avec le petit et je mange beaucoup plus équilibré qu'avant ma grossesse. Je consomme des légumes à chaque repas. Je mange sucré quand ça ne va pas, quand je Continuer la suis marche stressée. avec le petit. Bon, pardon. Voilà. Oui, et donc moi je voulais vous dire concernant la pratique de la GPO après 3 mois après l'accouchement, quand on a questionné les patientes sur celles qui n'avaient pas encore réalisé l'examen, c'est-à-dire elles étaient 3 sur 8, toutes disposaient de la prescription et quand on leur a demandé pourquoi elles ne faisaient pas l'examen, elles ont exprimé manque de temps à l'origine de la non-réalisation de leur AGPO. Donc pour conclure, quelques messages à emporter avant qu'on passe à la partie des questions-réponses. Donc le diabète gestationnel, c'est une pathologie fréquente, vous l'avez vu, 10%. Il y a des recommandations de dépistage qui sont certes un petit peu anciennes, certes vont peut-être être revues prochainement, mais pour l'instant, elles s'imposent à nous en France. L'annonce du diagnostic, c'est un moment particulier, c'est un moment sensible, c'est un moment à bien doser parce que l'enjeu, c'est de rendre la parturiente active dans sa prise en charge et on souligne également l'intérêt de l'ETP dans cet objectif. La prise en charge la plus importante repose sur l'hygiène de vie et la surveillance, mais on a vu qu'il pouvait être intéressant d'annoncer l'éventualité d'un traitement insulinique dès le diagnostic de diabète gestationnel. Cette pathologie nécessite une prise en charge multiprofessionnelle et ville-hôpital.
Il y a donc des suivis obstétricaux et diabétologiques spécifiques, même si voilà, on nous a dit que pour l'obstétrique, il y avait quelques points particuliers, mais ce n'était pas extrêmement différent que la population générale. Et il faut insister sur la nécessité du dépistage et des suivis métaboliques à poursuivre après l'accouchement et puis également pendant des années et des années après. Ainsi que la poursuite, bien sûr, des précautions d'hygiène de vie qui est intéressante à vie. Voilà, donc nous n'avons pas voulu allonger cette présentation en détaillant nos activités, les associations dont font partie les orateurs. Donc vous pouvez visiter leur site internet et leurs réseaux sociaux pour en connaître plus sur nos activités et nous rejoindre si vous le souhaitez. Vient le moment des questions-réponses. Alors il faudrait... Je voulais vous remercier à tous pour votre attention et donc on va passer au moment des questions-réponses. Je vais arrêter le partage et peut-être poser la première question qui nous a été adressée. Donc une question est pourquoi atteindre le 5e voire le 6e mois de grossesse pour faire un test HGPO? Observation dans ma patientèle et mon entourage, les glycémies à jeun étaient normales, mais patientes en surpoids ou obèses qui ont finalement été diagnostiquées diabète gestationnel. C'est peut-être une question pour Magali. Magali, je ne t'entends pas. Micro? C'est normal puisque j'avais fermé mon micro et là je viens de l'ouvrir. Et donc, je disais, les recommandations actuelles, glycémie à jeun au premier trimestre, 0,92 g. Si on est en dessous de 0,92 g, théoriquement, on ne pose pas le diagnostic de diabète gestationnel. Alors, ce n'est pas plus que théoriquement, c'est comme ça. Simplement, vous avez vu, le D8 n'avait 0,91 g avec un surpoids, avec des antécédents de macrosomie. Finalement, on ne sait pas combien elle a pris de poids, mais finalement, elle a développé un vrai diabète gestationnel à la HGPO. Donc, le mot-clé dans l'histoire, c'est la prise de poids de la patiente. Il faut faire très attention à la prise de poids de la patiente parce qu'il ne faudrait pas laisser à une patiente prendre trop de poids pendant la grossesse, surtout si elle part d'un surpoids ou d'une obésité. Parce qu'elle a de fortes chances effectivement de développer un diabète gestationnel dans le 6e mois et on peut anticiper, on peut prévenir. Donc je pense que premièrement, faire une prise en charge précoce, ça me semble important pour éviter d'avoir des complications un peu plus tard dans la grossesse. La question, ça pouvait être pourquoi le 6e mois? Vous savez qu'à partir de 24 semaines d'aménorrhée environ, on a des événements hormonaux placentaires qui font que la sécrétion hormonale placentaire va faire monter la glycémie et donc la sécrétion d'insuline de la maman va devoir augmenter pour compenser cela. Et parfois, ça ne se fait pas correctement chez une femme qui a des facteurs de risque de mauvaise adaptation de son insulinosécrétion. C'est pour ça que la HGPO, elle se fait dans ce moment-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. 1. Repérer au début des femmes à haut risque avec une glycémie, même avec une glycémie normale, faire de la prévention de la prise de poids et les aider à manger correctement et à faire de l'activité physique. Et puis ensuite, faire quand même la GPO si le diagnostic n'avait pas été porté. Ce n'est qu'après le diagnostic qu'on fait vraiment la surveillance des glycémies capillaires, en tout cas. Une question sur la macrosomie. Est-ce qu'on dit... Oui. Alors, est-ce qu'on dit 4 kg, 4 kg 2 pour les garçons et 4 pour les filles? Alors, ce n'est pas vraiment genré. Et après, vous avez les issus de l'étude d'âme sur considéré comme un trop gros bébé pour antécédent de diabète. Hein. Sinon, c'est plutôt que les percentiles, on a gardé ces possibles-là. Ensuite, j'avais une autre question, j'avais vu qui était obstétricale, un petit peu de suivi de grossesse. C'était, y a-t-il une place pour l'écho-cœur? Donc, il n'y a pas de place pour l'écho-cœur, sauf, il n'y a pas de raison de faire une échographie cardiaque fétale pour une maman qui est présente en diabète gestationnel. DNID chez grands-parents, critères de facteurs de risque HGPO.
Non, c'est un deuxième Non, hein, degré. c'est et pas premier premier. degré, donc non. Si prise de poids importante pendant la grossesse sans facteur de risque, faut-il faire un GPO? En Magali. théorie, s'il n'y a pas d'excès de croissance, d'accélération de la croissance fœtale à l'échographie, non. Et s'il y a une glycosurie positive, autre question? Non, la glycosurie n'est pas un critère de diabète gestationnel et on ne prend pas en compte le seuil rénal du glucose, il peut être très abaissé chez la femme Abaissé enceinte. pendant la grossesse, ouais. Voilà. Pourquoi y a-t-il des professionnels qui estiment que la surveillance de la glycémie peut être faite seulement 2 fois par semaine? On faisait cette surveillance, il y avait une époque où on n'avait pas de possibilité de la mettre en place une autosurveillance glycémique. Ça, c'est un élément de réponse, mais c'est peut-être pas tout à fait ça la question. Donc, on n'avait pas de lecteur, on faisait des cycles au laboratoire, mais on pouvait passer à côté de certains repas hyperglycémiants, bien sûr. L'autre partie de la question, ça pouvait être, est-ce qu'on peut alléger parfois la surveillance et passer à une surveillance à 2 fois par semaine au lieu de quotidienne? Oui, pourquoi pas. Une patiente qui on le pressent, une patiente qui est sérieuse, qui est parfaitement bien équilibrée, qui avait, pourquoi pas de facteur de risque, puisque effectivement il y a encore des dosages de glycémie à jeun sans facteur de risque, qui prend du poids correctement, qui mange correctement et qui pose pas de problème particulier avec des glycémies qui sont tout le temps normales, on va leur proposer d'alléger la surveillance et par exemple de faire 2 cycles par semaine. Pourquoi pas, oui. Quelle alternative si vomissement de la GPO? Donc ça, je pense qu'on a répondu à la question. Glycémie à jeun, hémoglobine glyquée. Voilà. Notion de glycémie à jeun fiable à partir de 9 semaines d'aménorrhée validée à ce jour? Ça n'est pas validé. Je veux dire par là que la question veut dire, est-ce que si on fait la glycémie trop tôt, on peut avoir un résultat dit pathologique parce que plus de 0,92 g et c'est parce qu'on est trop tôt dans la grossesse. Alors, et du coup, on va le recontrôler et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est un peu piégeux ceci parce que effectivement, le premier mois, la glycémie n'a pas encore baissé. Vous savez qu'il y a une baisse des glycémies chez la femme enceinte. Une question était pourquoi? Parce qu'il y a une dilution, il y a une hypervolémie, il y a une dilution. Donc la glycémie d'une femme enceinte, elle est théoriquement en dessous de 0,92 g, tel qu'on a les recommandations actuelles, et elle n'est pas à 0,98 g parce qu'il y a une hémodilution. Cette hémodilution, elle va s'installer sur 4 semaines. Donc si on fait une glycémie à jeun trop proche de la conception, elle va être effectivement encore éventuellement autour des 1 g ou pas très loin des 1 g. On peut la recontrôler, pourquoi pas, mais elle va peut-être être normale à ce moment-là. On voit des femmes chez qui ça a été recontrôlé, puis après qui ont la GPO pathologique. Donc, fiez-vous aussi aux facteurs de risque associés. Ne laissez pas tomber une patiente. Si elle a des facteurs de risque et de l'obésité, accompagnons-la. Non, je pense qu'il ne faut pas faire la glycémie à jeun trop tôt, c'est vrai, pas le premier mois. Il faut attendre 5-6 semaines d'aménorrhée. Mais une pathologique à 9 semaines d'aménorrhée, il faut la prendre vraiment en considération. Les recommandations ne disent pas de le contrôler, la glycémie. Hein. C'est une seule glycémie qui suffit pour porter le diagnostic de diabète gestationnel. L'écho de croissance à 37 SA doit être faite même si le diabète est équilibré par régime seul. C'est une question. Que dit Armelle là-dessus? Oui, l'écho de croissance, oui, parce que comme on a vu, il peut y avoir un diabète équilibré avec un retentissement fœtal. Donc, éventuellement, si on a un très bon suivi clinique de la hauteur utérine, pourquoi pas, mais c'est peut-être des fois un peu plus facile de faire une échographie à 37 semaines pour voir si on n'a pas de macrosomie. Et donc, on n'a pas de retentissement du diabète. Je répondais après la suite de l'hypertrophie. Pourquoi ne fait-on pas voilà. En fait, ça n'a pas démontré la recherche d'une hypertrophie myocardique fœtale l'utilité de sa recherche n'est pas démontrée. Donc, même s'il y avait une petite hypertrophie, il n'y a pas de manière différente pour la prise en charge pédiatrique. Donc, il n'y a pas d'intérêt à le rechercher. Alors, on a une question sur la pompe. Peut-on mettre en place une pompe à insuline pendant la grossesse? Qu'est-ce qui conditionne la pose de la pompe? Je suis une patiente à 18 SA. Qui la demande si elle doit débuter? Si elle doit débuter insuline d'emblée?
J'ai vu passer la question, j'avais un petit peu répondu. Le recours à une insulinothérapie continue par pompe à insuline peut être envisagé. Il n'y a pas de problème chez une femme enceinte, de la pompe en elle-même. Si c'est un diabète gestationnel, ça peut s'envisager lorsqu'on a des difficultés à équilibrer avec un schéma d'insulinothérapie basal-bolus et surtout lorsqu'on a des recours à de très fortes doses d'insuline. Donc ça peut, c'est assez rare et c'est une décision qui revient au diabétologue qui suit la patiente. Ramadan, diabète gestationnel et ramadan, recommandations sur le dépistage pendant cette période et le suivi si la femme respecte le ramadan. Excellente question sur le dépistage, parce que si on fait une HGPO à une femme qui jeûne, on peut avoir des résultats faussés. Et vous savez que quand on fait la GPO, théoriquement, dans les 3 jours qui précèdent la GPO, il faut avoir mangé régulièrement et une quantité de glucides suffisante. Si on jeûne et qu'on est en hypoglucidique avant la GPO, elle peut être faussée, un faux positif. Donc, il n'est pas recommandé de faire une HGPO en période de ramadan, en période de jeûne. Il vaut mieux demander à ce moment-là à la patiente de manger normalement pendant 3 jours avant de faire la GPO, premièrement. Deuxièmement, le ramadan pendant le diabète gestationnel, la plupart du temps, on va le déconseiller parce que les périodes de jeûne prolongées ne sont pas conseillées. Il y a une cétogénèse accrue. Deuxièmement, un des principes, c'est quand même de fractionner l'alimentation et de manger au minimum 3 fois des glucides en quantité, à moins d'avoir une patiente qui, hors insuline évidemment, insuline on dit non recommandé, sans insuline, je dirais que si on arrive à fractionner, attention, hein, je dis ça, je n'ai pas l'équipe derrière moi et les diététiciennes, mais une femme qui fractionne en 3 prises et selon la saison du ramadan et qui arrive à manger 3 fois et qui a des résultats de glycémie qui sont parfaits et qui n'est pas en période de milieu de grossesse, c'est au cas par cas. Mais dans la globalité, on va le déconseiller. J'ai vu des questions sur la chirurgie bariatrique. Je me permets d'y répondre, Marie-Christine. Vas-y. Une sleeve gastrectomie ne contre-indique pas l'HGPO, sauf à avoir des difficultés alimentaires et des nausées et des vomissements qui feraient que la patiente refuse de faire la GPO en ayant une sleeve. Mais sinon, on peut l'interpréter, en tout cas, en termes d'interprétation. Par contre, l'HGPO n'est pas recommandé en cas de bypass, d'une part du fait de la mauvaise tolérance et d'autre part du fait de la non-applicabilité des seuils glycémiques chez ces femmes-là. On a des APA qui nous demandent, en cas de DG, quelles sont les contre-indications à une activité physique? En fait, c'est les mêmes contre-indications qu'il y ait diabète ou pas diabète. Donc, ça va être plutôt pour les risques d'accouchement prématuré, donc les patientes qui auront rompu précocement les membranes ou les dames qui auront une béance cervicale connue. Peut-être qu'elles, on va contre-indiquer l'activité physique, surtout à partir du 5e mois. Mais sinon, au contraire, elle est encouragée, d'autant plus s'il y a un diabète gestationnel. Et ensuite, en cours de grossesse, si la patiente présente des contractions ou des pertes de liquide ou d'une dyspnée importante à l'effort, là, il faudra réévaluer. Mais a priori, elles peuvent faire une activité physique à type d'endurance et de renforcement musculaire, d'intensité faible à modérée, et un peu plus selon l'antécédent de la patiente. Mais voilà, le diabète gestationnel ne le contre-indique pas. En cas d'insuline, pour un diabète gestationnel, on s'attachera à donner des conseils de collation ou de resucrage, comment éviter une hypoglycémie éventuellement, sachant que l'hypoglycémie, elle peut arriver, elle est à des seuils relativement bas chez la femme enceinte, pas d'impact fœtal, mais on va conseiller quand même chez la patiente de se resucrer classiquement ou de prendre une collation avant l'activité physique. Pour ce qui est du terme de l'échographie, donc j'ai une question plutôt 37 ou 36. Dans les recommandations, ils disent qu'on peut la réaliser en fin de grossesse, en sachant que plus on se rapproche de la date de la naissance, au plus on aura une évaluation peut-être plus juste que si on l'a fait un peu trop tôt. Mais voilà, donc il n'y a pas de date précise. 36, 37, c'est plutôt des indications, pas d'obligations. Peut-être on va prendre une dernière question. Pourquoi faire une HGPO en postpartum plutôt qu'une glycémie à jeun?
On a vu sur le tableau qu'en fait, la glycémie à jeun donnait une partie des informations, moins d'1,10 g, entre 1,10 et 1,25 ou plus de 1,25, donc normal, hyperglycémie modérée ou diabète, et qu'à l'âge GPO, on va avoir une information supplémentaire, moins d'1,40 normal, 1,40 à 2 grammes intolérance au glucose, plus de 2 grammes diabète. Si on ne fait que la glycémie à jeun, on peut passer à côté d'une intolérance au glucose. Donc, on n'a pas la totalité des informations. C'est ça qu'on dit aux patientes. Peut-être que plus tard, on fera une hémoglobine glyquée avec, mais pour l'instant, on recommande quand même de faire la GPO dans l'état actuel des choses. Mais à minima, dire aux dames au moins de faire la glycémie à jeun, ça me semble important. Au moins. Et la durée du jeûne avant la glycémie à jeun, je ne sais pas, est-ce qu'il faut qu'elle soit bien à jeun depuis 12 heures, c'est ça avant la... Oui, minuit, hein, je crois, minuit, oui. On dit 10-12 heures, hein, je pense. C'est ça, hein, voilà. Bon, mais écoutez, je crois qu'il ne nous manque plus qu'à vous remercier. En premier, remercier les oratrices. Et en étant désolée pour Madame Prideau qui a eu des problèmes techniques, qui n'a pas pu se connecter, bien qu'ayant largement préparé l'animation avec nous. Donc merci aux orateurs et merci à tous les participants. Donc vous recevrez prochainement les liens vers les supports qu'on a commentés au cours de ce webinaire. Bon après-midi à tous et merci encore. Au revoir et merci à tous. Au revoir. Au revoir.